Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast 108 milliards. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu intimidée parce que je reçois mon ancien patron, Jean-David Chamboredon, qui est le patron de Isaïe, le fonds d'investissement où je travaillais avant, et qui a été pour moi un de mes plus grands mentors dans mon ancien métier. Donc je suis honorée et contente de t'avoir aujourd'hui. Salut Bonjour Monia, Jean-David, bienvenue. merci de m'inviter. Bah ouais, quand même, c'était la moindre des choses. Justement, on a discuté un petit peu là avant le début du podcast. Je t'avais dit, quand je t'ai invité, je t'ai juste dit, bah, ça me fait trop kiffer de t'avoir, on va avoir une conversation profonde. On n'avait pas donné plus de détails. Puis là, du coup, on s'est dit, mais ok, de quoi on parle et justement, pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu fais le métier d'investisseur depuis très longtemps maintenant. 25 ans. 25 ans, ah ouais, d'accord, ok. Ouh là, les moins de 20 ans, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et du coup, tu en as vu passer plein. Et je voulais qu'on aborde un peu certains sujets dans la relation entrepreneur-investisseur. Mais peut-être avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les moins de 20 ans, on va dire, parce que les autres, on connaît tous Jean-David Chamboredon. Qui es-tu, ta vie, ton œuvre, comment tu es arrivé à ce métier Encore en 30 secondes, en 20 secondes. En tout ce que tu veux, t'inquiète pas. Écoute, Ouais. je suis Jean-David Chamboredon, je suis, comme tu l'as dit, le président exécutif de Isaïe, que j'ai cofondé avec des gens comme Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Trépos, Christophe Reynaud, etc. C'est une firme, société d'investissement, de capital investissement, qui aujourd'hui n'investit que dans la tech, qui gère environ 800 millions avec plusieurs stratégies d'investissement, à la fois du early stage, du plus late stage et puis du corporate VC. Ça a démarré il y a 14 ans, ou presque 15 ans. Et avant, j'étais VC dans d'autres firmes, notamment une firme anglaise qui s'appelle 3i, où j'ai appris à faire à la fois du capital risque et du buyout, ce qu'on appelle buyout. Et si tu peux, justement, pour ceux qui connaissent rien, c'est quoi le capital risque, c'est quoi le buyout? Alors, le capital risque, ça consiste à financer avec du capital des pertes d'exploitation qui visent à délivrer de la croissance, ou de l'hypercroissance même. Donc, en gros, on met de l'argent dans des boîtes pour qu'elles le dépensent, pour qu'elles délivrent de la croissance et qu'à un moment donné, elles prennent une position de marché qui a une valeur très supérieure au capital qu'on a injecté. En tout cas, on espère ça. C'est le multiple. Alors que le buyout, c'est des opérations beaucoup plus qui peuvent s'appliquer dans tous les secteurs Évidemment, le capital risque s'applique quasiment que dans les secteurs d'innovation, où il y a une forme de rupture quelque part sur des business models, sur des technos, sur des usages. Et qui permet du coup un effet de levier. Absolument. Le buyout, ça s'applique à peu près à tous les secteurs. Après, il y a plus ou moins des pratiques un petit peu différentes suivant que je suis dans un secteur où il y a un peu de croissance ou des secteurs où il n'y a pas de croissance. Mais l'idée, c'est globalement de faire tourner le capital d'une entreprise, de mettre un peu de dette pour créer un effet de levier lié à la dette, et puis de permettre à des actionnaires qui veulent de la liquidité de trouver la liquidité, de permettre à des managers qui ne sont pas forcément actionnaires de devenir actionnaires dans le cadre de l'opération, et puis qui permet à des investisseurs de profiter à la fois de la croissance et de l'effet de levier pour créer de la valeur sur 4, 5, 6, 7 ans. Donc voilà. Il y a assez peu de gens qui savent faire les deux métiers. Il se trouve que chez Isaïe, on a les deux métiers. Mais historiquement, à Paris, il y avait très peu de gens. Il y avait les gens de 3i, les gens d'Apax et quelques autres. Mais ce n'est pas du tout des marchés qui se connaissaient historiquement, la tech, venture, capital risque, et puis le buyout, private equity. Et c'était quoi justement, c'est quoi l'intérêt que les deux métiers se côtoient? Alors aujourd'hui, ils sont en train de vraiment presque plus que se côtoyer. Il y a vraiment une intersection qui est en train de se créer, qui est très vertueuse. Il y a deux grandes conséquences positives. La première, c'est que les gens du capital risque peuvent, au travers d'opérations de buyout, trouver la liquidité. D'accord. Donc ça veut dire que pour les acteurs du capital risque, on a d'autres options que juste attendre qu'un acteur, un gros acteur rachète la boîte très cher ou aller attendre en la bourse. bourse, qui est par définition un chemin très compliqué. Donc ça crée une troisième voie très très crédible. Il y a beaucoup d'opérations qui se font où les entreprises backées par du capital risque font le cadre d'opérations de buyout, ou sont dans le cadre d'une opération de buyout où il y a une forme de build-up, c'est-à-dire où l'entreprise qui a fait l'objet d'un buyout elle-même achète d'autres boîtes. D'accord, elle va faire son marché. Elle va acheter d'autres boîtes, dont certaines boîtes backées par du capital risque. Donc ça, c'est la première façon dont on peut voir le côté positif de l'interpénétration de ces deux marchés. Et la deuxième chose qui est très intéressante, c'est que s'il y a du capital qui est déployé en buyout tech, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui permet des consolidations européennes et qui permet sans doute de créer des champions européens.
D'accord. qui, en stand-alone, n'arrive pas à être champion européen parce que tout le monde sait que c'est très compliqué de se déployer dans toute l'Europe. Ouais. Par contre, si on marie le champion allemand et le champion français, on a peut-être des chances d'avoir un champion européen. D'accord, donc grâce au buy-out, on peut faire des mariages On peut imaginer intelligents. la boîte allemande fait l'objet d'un buy-out et puis avec l'argent de ses sponsors, elle rachète la boîte française. Et puis on a une... Voilà, donc c'est intéressant que les deux... Aux États-Unis, ça fait très longtemps que dans le même immeuble, à Market Street, tu as... des fonds de capital risque et des fonds de tech private equity dans le même immeuble et qui d'ailleurs bossent ensemble. À Londres, c'est un peu moins longtemps, mais ça existe quand même depuis une vingtaine d'années. Et en France, c'est assez récent. Okay. C'est vraiment la dernière décennie qui a vu ces deux métiers se rapprocher. Et chez Isaïe, tu as été assez précurseur de ça en ayant les deux activités. On essayait d'être précurseur quand on annonçait des choses chez Isaïe. Donc, quand on a lancé Isaïe, l'idée, c'était vraiment d'être à mi-chemin entre les angels et les VC, et tu connais bien le sujet. Et donc, en 2010, on était vraiment à mi-chemin entre les angels et les VC. Après, les VC sont venus vers du plus early stage. Les angels étaient plus nombreux et il y avait plus d'argent. Donc, les deux marchés se sont interprétés. Mais au début, on a voulu vraiment offrir une situation à un entrepreneur de faire le tour de table après son tour d'angel et avec un vrai VC, qui était Isaïe. Et pareil, quand on a créé ce qu'on appelle Isaïe Expansion, donc le fonds qui fait essentiellement du buy-out, on s'est dit cette opportunité de liquidité pour les actionnaires, elle peut intéresser un entrepreneur parce qu'il peut avoir envie de vendre partiellement son entreprise parce qu'il y a des angels qui veulent sortir, parce qu'il y a des VC qui veulent sortir, parce qu'éventuellement, lui, il veut s'acheter un appart. Mais il peut avoir envie de continuer à diriger l'entreprise, continuer à signer pour une nouvelle saison, je peux dire, avec de nouveaux sponsors financiers. Ouais, je signe pour une nouvelle saison, mais je me sécurise sur la saison précédente. Je peux ou je ne peux pas. Hein. Il y a des fondateurs qui font zéro cash-out dans les opérations de buy-out. En général, tu fais un petit cash-out. Avec l'effet de levée, ça te relue, donc tu as à peu près le même pourcentage du capital et tu as sécurisé du cash. Donc voilà, ça c'est ce que fait Isaïe. Et donc avant, j'étais donc chez 3i, comme je disais, où on faisait à la fois du capital risque et du private equity. Et avant de devenir investisseur, j'étais informaticien en fait. Enfin, j'étais informaticien dans l'informatique, je travaillais chez Capgemini. Et l'explication du passage de l'un à l'autre, c'est que j'ai lancé la présence de Capgemini dans la Silicon Valley. D'accord. Et dans la Silicon Valley, j'ai découvert les startups, les VC, etc. Tu as découvert, t'es allé à Disneyland, quoi. Voilà, à la bonne période, puisque c'était entre 97 et 99, donc émergence d'Internet, etc. Et donc le parfait moment pour changer de métier. Et j'avais 37 ans. Et à ce moment-là, c'est marrant, j'ai 38 ans maintenant. Et à ce moment-là, donc tu arrives dans la Silicon Valley pour lancer Capgemini. Est-ce que c'est tout de suite coup de foudre pour ce nouveau secteur ou pas forcément? Non, parce que comment tu es tombé amoureux de ton nouveau métier? J'ai mis du temps à comprendre exactement comment fonctionnait l'écosystème américain. Au début, j'avais approché les gros partenaires de Cap, les Oracle, les Cisco, les HP, les Sun Microsystems, les gens comme ça. Et puis après, j'ai rencontré des startups avec qui Cap a fait des partenariats. Après, les startups m'ont proposé à Cap d'investir, mais Cap à l'époque ne voulait pas investir dans des startups. Et puis les startups m'ont présenté leur VC qui avait d'autres portfolios compagnies qui disaient ce gars-là, il représente Cap, il peut peut-être intéressé par d'autres startups. Puis quand ces boîtes ont fait des IPO en bourse, j'ai eu l'occasion de mettre des petits tickets. Perso, ouais. Okay. Ouais, et donc petit à petit, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris qu'il y avait des VC, qu'il y avait des startups, qu'il y avait des actionnaires, Quand je suis arrivé là-bas, j'étais totalement ignare sur ces sujets-là. C'était pas à la mode, entre guillemets. Oui, et puis en plus, j'étais un informaticien. Ouais. Mon métier, c'était de savoir si on pouvait connecter tel ou tel système avec tel autre. D'accord. Et voilà. Et donc, et je me suis dit, le métier de VC, en rencontrant... il y avait aussi des Français VC en Californie. Il y avait des gens chez Partech ou chez Sofinova qui étaient des Français avec qui, évidemment, les Français, on se voyait... La petite communauté française, on se voyait là-bas. Je me suis dit, c'est quand même un super métier, il faut faire des paris, il faut choisir. Je l'ai vu pas mal sous l'angle technologique, en disant, voilà, on peut apporter quelque chose, une solution nouvelle, quelque chose. Et j'ai eu l'occasion de rentrer dans le monde du capital risque. J'étais chassé, je suis rentré en France pour faire ce métier, enfin en tout cas pour changer de métier et rentrer dans le monde de l'investissement. Et là, tu t'es dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire jusqu'à ma retraite. Je me suis dit, je rentre dans un truc où, a priori, c'est très excitant. Okay. Et puis, quand la bulle a éclaté, beaucoup de gens sont repartis. On a eu le phénomène qu'on appelait B2C, B2B, un back to consulting, back to banking. Et moi, je suis resté. Un peu alors, sans doute parce que j'avais un passé plus opérationnel que d'autres. Et on s'est dit, tiens, sur le portefeuille qui reste,
peut-être qu'il peut donner un coup de main opérationnel pour les aider à se structurer, à survivre, etc. Ou à faire des deals dans des secteurs un petit peu récessifs. De 2001 à 2003 ou 2004, je n'ai pas eu le droit de toucher à l'Internet. J'ai eu le droit de toucher qu'au software, entreprise. Ah ouais, d'accord. Okay, parce que c'était mort l'Internet. Oui. Je me rappelle, j'avais vu passer Mythic. Tu t'en fous, tu vas pas investir dans Mythic. J'avais vu Price Minister en 2002 ou un truc comme ça qui se lançait. J'ai refait plus tard le deal en 2004. Quand ça s'est calmé un peu, quoi. Mais il y a eu une période où Internet on était des lépreux si on touchait à Internet. Enfin, c'était horrible. Mais moi, j'y croyais à Internet. Mais bon, on n'avait pas trop le droit de faire des deals. Donc, j'ai fait des deals de software que je connaissais bien, qui étaient plus proches de mon métier d'informaticien. Et voilà, et puis je suis resté. Et puis à la crise suivante, crise des subprimes. Donc 2008 2008-2009, Troisi m'avait envoyé en Californie pour diriger le bureau de Troisi en Californie. C'est sympa d'un groupe anglais qui envoie un Français pour diriger son bureau américain. Mais il y a une petite banque qui s'appelle Lehman Brothers qui a fait faillite. Et Troisi m'a dit à la Toussaint, écoute, en fait non, tu ne vas pas diriger le bureau de Menlo Park, tu vas le fermer. D'accord. Et donc j'ai dû fermer le bureau que je devais diriger, ce qui n'était pas très cool. Donc ça, c'était pas très agréable. Mais j'ai gagné pas mal d'argent en vendant le portefeuille, etc. Enfin, dans ces métiers-là, quand tu fais des trucs un peu... pas sympa, on te rétribue correctement. D'accord. Ce qui m'a donné un petit peu du temps et du choix. Et c'est là que j'ai parlé avec Pierre Kosciusko pour la première fois de Isaïe. D'accord. À l'époque, je représentais 3SI au board de Price Minister et Pierre était le patron. On était sur le point de le vendre à Rakuten. Et voilà, et ça s'est enchaîné. Et j'ai lancé Isaïe avec un setup qui est à peu près resté stable depuis. Super. Voilà, c'était un peu long, mais... Comme j'ai passé la soixantaine, forcément, c'est long. Ah bah non, mais oui, t'as passé la soixantaine. Non, c'est parfait. Il y a une question qui m'est venue pendant que tu racontais ça, mais j'ai oublié. Attends, c'était... Ok, voilà. En fait, moi, j'ai la conviction, mais peut-être qu'elle est fausse, que la plupart des gens qui sont dans le VC, contrairement peut-être à d'autres moments du capital investissement, quand les boîtes sont plus grosses, en tout cas, beaucoup disent qu'ils ne sont pas là pour l'argent, que ce n'est pas leur driver principal. Et pourtant, c'est au centre de la relation. Toi, tu dirais aussi que tu n'as pas fait ce métier pour l'argent, tu ne fais pas ce métier pour l'argent. C'est quoi Quelle est la place de l'argent en fait, dans ce métier pour toi ? Ce qui me fait me lever le matin quand je fais ce métier, ce n'est pas l'argent. D'accord ? C'est plutôt l'intérêt au fond du business, c'est-à-dire rencontrer de nouvelles équipes, évaluer des opportunités ou au contraire aider des boîtes à se développer et être quelque part mentor d'entrepreneurs qui sont en général des gens plutôt remarquables. Donc c'est agréable d'interagir avec des gens remarquables, de gagner en influence vis-à-vis d'eux, au sens qu'ils t'écoutent si tu leur donnes un conseil, etc. C'est ça qui fait vraiment l'intérêt du business. Et l'argent, il n'est pas au cœur de la motivation. Maintenant, si tu prends le métier de base, tu lèves de l'argent des autres pour l'investir dans des business, puis après tu rends de l'argent bonifié à ces autres. Si tu ne gagnes pas d'argent, ça va s'arrêter. Ah oui, la finalité quand même du truc. Donc globalement, on va dire que c'est un peu comme la note à l'école. C'est soit tu fais un bon return et tu as le droit de continuer, tu es un bon élève et tu as bien fait ton boulot, soit tu ne fais pas de return et tu n'as pas bien fait ton boulot et sans doute qu'on va te demander de redoubler ou même d'arrêter. Hein. Donc voilà, donc c'est ça un peu la relation que j'ai avec l'argent. Après, c'est un métier où on peut très bien gagner sa vie, à condition d'être très patient, parce que c'est très long. Tu vois, toi, tu étais dans le fond de 2015 chez nous, chez Isaïe. Peut-être qu'en 2024, tu vas commencer à toucher des sous sur ton carré de 2015. Ouais, mais c'est quand même 9 ans après. Ah oui, non, c'est sûr qu'effectivement, quand on achète du caride, on se dit tous entre nous, il ne faut pas compter dessus l'année prochaine. Alors, ce n'est pas pour payer les vacances de l'été prochain. Ça, dans 7, 8, 9 ans, ça peut commencer à payer. Puis après, ça va payer pour en année 9, en année 10, en année 11, en année 12. Mais c'est long. Et donc, il faut avoir un rapport au temps, de toute façon, relativement peu impatient. Ouais. Et du coup, ça ne peut pas être ton moteur principal, parce que sinon, de toute façon, tu ne resteras pas. Ouais. Ça ne peut pas être ton moteur quotidien. Ça peut être... moi, je le vois vraiment comme la sanction d'un travail bien fait. D'accord. Si le carry paye, c'est qu'on a bien fait notre boulot, et c'est que nos souscripteurs ont gagné de l'argent, et c'est que nos entrepreneurs ont réussi. Donc, globalement, ça veut dire que c'est plutôt positif, quoi. D'accord, ok. Mais justement... moi, j'aime bien raconter cette blague depuis que je suis devenue coach et que du coup, moi, j'accompagne des dirigeants maintenant, mais j'ai une posture qui est totalement différente. Comme beaucoup de VC avant, et j'entends beaucoup d'anciens confrères me le dire encore aujourd'hui, ou ils me le disaient déjà avant, je pensais que j'avais beaucoup d'influence sur mes entrepreneurs, en tout cas qui me disaient tout,
que pas toute leur vie, mais qu'ils étaient plutôt très transparents. Et quelque part, je me gargarisais un peu de dire « Ah, mais moi, j'ai su créer des relations authentiques avec les entrepreneurs. » Et en fait, ce que j'ai réalisé maintenant que je les coach, ces gens-là, c'est que pas du tout. C'est qu'ils font très bien la différence, et ils ont raison d'ailleurs, entre l'investisseur, sa place, et le coach ou d'autres personnes. Et que finalement, quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait de l'argent dans la relation, on ne peut pas être 100% authentique. Ils ne peuvent pas être 100% eux-mêmes, vu qu'il y a de l'argent en jeu et vu qu'en plus, ce n'est pas juste tu m'as donné de l'argent il y a 2 ans, c'est je vais peut-être te redemander un bridge, de participer au prochain tour, de parler au prochain VC qui arrive. Enfin, l'argent continue à être dans la discussion, donc ça ne peut pas être 100% authentique. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je sais que toi, tu as de l'influence sur les entrepreneurs qui travaillent avec toi, que tu aimes bien ça, que c'est un de tes moteurs. Qu'est-ce que tu penses de cette relation entrepreneur-investisseur et de l'authenticité ? Je suis d'accord que le 100% est impossible. C'est impossible parce que tu ne peux pas demander... ça serait suicidaire pour un entrepreneur d'être totalement à nu sur ses faiblesses, etc. Alors qu'effectivement, un investisseur peut être amené à le refinancer ou à ne pas le refinancer, ce qui pourrait être fatal pour sa boîte, etc. Maintenant, ce qu'on remarque quand même, c'est quand on rentre très tôt et que l'histoire dure, à un moment donné, la dépendance, elle est beaucoup moins forte que l'alignement. Si je prends aujourd'hui, je ne sais pas, pour prendre un exemple bien connu, la relation, je suis coactionnaire de Frédéric Mazzella dans Blablacar, on a des intérêts totalement convergents. Parce que tu es rentré tellement tôt dans l'aventure et qu'entre-temps, il y a eu tellement d'autres investisseurs qui maintenant, il a peut-être cette relation avec eux qui est moins... Voilà, donc à un moment donné, quand tu as été early stage investor, ta relation avec les fondateurs, elle est quasiment, j'exagère peut-être un peu, mais on pourrait dire de late co-founder, ou ça peut ressembler un peu à ça. Donc ça, c'est un premier élément. Donc dans le temps, ça évolue. Et puis ensuite, il y a aussi une chose un peu différente qui est l'investisseur, à un moment donné, il est actionnaire, investisseur, qui décide de remettre de l'argent ou pas remettre, etc. Bon. Mais aussi, il est board member. Et quand il est board member, soit il est toujours investisseur dans sa tête, et ça va être un mauvais board member, soit il est board member et qui pense à l'intérêt de la boîte, et il contribue à l'histoire de la boîte, et il met vraiment la casquette de la boîte quand il est administrateur. Auquel cas, l'entrepreneur peut prendre confiance en ça. Il sait très bien que pour faire une décision de board, s'il donne qu'un bout des choses et s'il masque des trucs, quelque part, il est en train de pas profiter du fait qu'il a un board avec de l'intelligence, avec un sens critique, avec une capacité de proposition ou de challenge, etc. Donc, il y a un moment où si l'investisseur joue vraiment bien son rôle d'administrateur, il peut devenir un vrai associé vu de l'entrepreneur. Et donc, l'entrepreneur n'a pas intérêt à lui mentir. Il peut éventuellement mentir un peu par omission, mais globalement, mentir, non. Alors, attends, là, tu as dit des choses hyper importante. Tu as dit plusieurs choses. Alors déjà, je voulais te remercier parce que tu le sais pas, mais tu as été un de mes profs de coaching. Ah bon ? Tu m'avais dit il y a très longtemps l'histoire des casquettes que tu utilises beaucoup. Attends, j'enlève ma casquette d'investisseur, je mets ma casquette d'administrateur parce que je suis au board. Et c'est quelque chose que j'utilise énormément dans tous mes coachings et que je transmets aux coachs que je forme. Par exemple, moi, ce que j'ai appris en formation de coaching quand j'avais fait ma formation, c'est un coach, il influence pas, il pose juste des questions. Alors, au début, j'étais un peu scolaire, donc j'ai pratiqué ça. Et puis très vite, je m'en suis éloignée. Et maintenant, je ne sais pas si tu as... je suis aussi dans Sidekick, le truc que Yvan Vibo a lancé, où clairement, on assume qu'on est biaisé et qu'on a de l'expérience. C'est plutôt du mentoring que du coaching. Exactement. Enfin, c'est les deux. C'est de se dire on est capable de changer de casquette. Et moi, depuis longtemps, je dis à mes clients, attends, là, j'enlève ma casquette de coach. Ouais, je mets ma casquette d'ancienne VC. Tu as ton board demain. Voilà comment ton investisseur risque de réagir parce que voilà quels sont ses... Donc ça, déjà, hyper important de pouvoir changer de casquette. Et justement, quand tu dis un bon investisseur, quand il va être administrateur d'une boîte, donc il va être au bord de cette boîte, il faut qu'il soit capable d'enlever sa casquette d'investisseur et de mettre sa casquette de board member. Et que s'il fait ça sur la durée, l'entrepreneur, il le verra et finalement, il le traitera plus comme un associé que comme un investisseur à qui il va redemander de l'argent plus tard. Mais donc ça soulève plein de questions. Déjà, à quel point les VC en ont conscience et arrivent à faire ça. J'ai l'impression que ce n'est pas si évident. Et le deuxième élément, c'est en tant qu'administrateur. Donc, tu fais bien ton boulot de board member, donc l'entrepreneur te traite comme un associé, etc. Mais il y a un moment où il y a des discussions d'actionnaires qui vont avoir lieu. Et tu remets du coup ta casquette
d'investisseurs dans ces membres-là. Comment toi, tu as réussi à D'abord, naviguer tu essaies de ne pas la remettre dans un board meeting. Tu essaies de dire le board meeting est terminé, on va peut-être faire un autre meeting avec les actionnaires. Ok, ça c'est D'accord, donc hyper si tu intéressant, peux c'est de pas, se tu dire il y a changes. un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et c'est quoi pour toi, comment tu définirais l'intérêt d'un board meeting? C'est quoi Parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est la réunion avec les investisseurs. Mais c'est pas ça en fait. Ce qui est faux. Ouais. Alors, canoniquement, dans les structures anglo-saxonnes de type single board structure, le board est désigné par les actionnaires et le board, c'est l'organe de gestion de la boîte. L'organe de gestion, je n'ai pas dit l'organe de surveillance, l'organe de gestion. Donc, c'est au board qu'on décide de la rémunération du patron, de la stratégie de la boîte, de son budget, éventuellement des recrutements importants, enfin tout ce qu'on trouve dans un pacte d'actionnaires, qui est décidé par le board. Donc le board, c'est bien un organe de gestion. Et donc le mode de fonctionnement du board, normalement, c'est des dirigeants opérationnels qui présentent un plan, des choses, des propositions, et puis des gens qui ne sont pas exécutifs dans le business, qui pour certains sont représentants des actionnaires et des investisseurs, qui contribuent à cette histoire en disant oui, ça nous va bien, on est content de ce que tu dis. Ou là, fais gaffe, est-ce que tu n'es pas en train de t'emballer, est-ce que machin, ou est-ce que ça ne crée pas un problème si tu fais ci, si tu fais ça, qui essaie d'alerter l'entrepreneur sur des choses qui pourraient l'amener à avoir des difficultés. Et comme un vieux VC, il a eu beaucoup de boards et il voit des situations se reproduire, il a une certaine capacité à dire attention. Oui, il voit des patterns. Voilà. Je sais pas, le truc bateau, la boîte veut aller aux États-Unis, ils veulent embaucher un mec sans jamais mettre les pieds aux US, qui s'appelle John Smith, qui va être le patron de leur boîte aux US. Bon, payer 250K. On est sûr que le mec va jouer au golf et qu'il ne va jamais rien se passer et que ça sera beaucoup d'argent perdu. Bon, un jeune entrepreneur, peut-être qu'il ne sait pas, il pense qu'en embauchant John Smith, ça va marcher. Ben non, ça ne marche pas. C'est un exemple. Ouais. Et donc voilà, donc on amène notre savoir-faire d'investisseur, mais en portant une casquette de board member et qui a pour objectif de permettre à l'organe de gestion qu'est le board de prendre les meilleures décisions possibles, qui sont en général dérivées des propositions du management, par définition. C'est vraiment le management qui propose des orientations, des décisions, des actions, etc. Voilà. Donc je ne sais pas quelle était exactement ta question, mais le conflit d'intérêt entre le fait d'être actionnaire et le fait d'être board member, il n'est pas souvent le cas, mais je vais prendre un exemple qui est un peu symptomatique, même s'il est un peu anecdotique. Imaginons tu sais, ce qu'on appelle les BSAR. Oui. Les BSAR avec une conversion en fonction du tour suivant. Ou des obligations convertibles avec, pareil, une conversion dans un tour suivant. Si tu raisonnes qu'en investisseur et qu'en financier, tu n'as pas du tout intérêt à ce que la boîte crée de la valeur et fasse un tour de table à une valeur très élevée. Évidemment. Parce que ton prix moyen va s'envoler et tu vas payer plus cher la boîte. Si tu es board member, tu ne peux pas te poser la question. Il faut que la boîte aille bien. Et donc, tu vas tout faire pour que la boîte aille bien. Et comment tu arrives alors à... Alors d'abord, j'aime pas trop les BSAR et les convertibles, mais indépendamment de ça, franchement, ce conflit d'intérêt qui est évident, et il y en a des plus petits, plus fins, plus minces, plus tordus, ce conflit d'intérêt qui est évident, moi, je me le suis enlevé de la tête. Je me dis, quand je suis board member, mon objectif, c'est de raisonner dans l'intérêt social de la boîte. Qu'est-ce qui est bon pour la boîte, quelles que soient les conséquences pour l'actionnaire que je suis. Mais ça veut dire que, quelque part, quand tu dis ça, tu priorises ta casquette de board member sur ta casquette d'investisseur une fois que tu es dans la boîte. Je me dis qu'in fine, je suis dans le train, machin, et que, de toute façon, c'est tellement facile de rater une histoire d'entreprise que si en plus je me mettais à avoir des arrière-pensées qui freineraient un éventuel succès, je serais vraiment idiot. Donc autant favoriser, quoi qu'il arrive, le succès. Et au bout du bout, tout le monde y gagnera, les dirigeants, les fondateurs, les actionnaires, les investisseurs. Et de toute façon, c'est des histoires longues et raisonner à court terme sur le prochain tour de table ou sur machin. C'est de toute façon une très courte vue par rapport aux histoires. Prenons d'autres exemples, peut-être un peu plus tricky. Quand... moi, je vois ça parfois, des patrons qui ne veulent plus diriger leur boîte. Ils veulent vivre autre chose, ils sont plus machin. En général, les derniers au courant, c'est leurs investisseurs. Même s'ils sont board members, etc. Même s'ils ont une bonne relation avec eux. Et c'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas jouer cette carte. Parce qu'il y a le côté, l'investisseur m'a fait confiance. Et c'est vrai qu'on met plein de clauses en plus dans les pactes. Nous, on investit dans une équipe, donc à un moment, voilà. Et tu as un CEO ou un co-founder qui veut quitter l'entreprise, qui est en train de s'organiser pour la quitter et qui veut le faire bien parce qu'il est actionnaire et qu'il n'a pas envie de tout bousiller, mais il ne va pas pouvoir s'ouvrir à ça, à ses board members ou à... Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, est-ce que j'étais le dernier à le savoir ? Peut-être que je savais, je n'étais pas le premier.
La réalité, quand même, c'est que quand il s'agit d'une démission, c'est quand même à la main de celui qui souhaite démissionner, d'accord ? Il n'est pas révoqué, et donc il n'a pas commis de faute, grave ou lourde, comme on a dans les pactes. Donc il décide ou non de démissionner. Donc ça veut dire que toute démission, de toute façon, peut être anticipée par une négociation. Qu'est-ce qui se passerait si je démissionnais ? Quelles seraient les conditions dans lesquelles ma démission vous conviendrait ? Comment vous appliqueriez le leaver qui existe en cas de démission, etc. Donc c'est une discussion où tu peux, à un moment donné, si effectivement il y a une espèce de démission qui est en situation de germer et qu'elle est gérée avec pas mal d'anticipation, il y a des chances que l'output pour l'entrepreneur, en ayant anticipé avec ses investisseurs, soit meilleur que s'il les met devant le fait accompli en disant demain je suis plus là. Parce que si demain je suis plus là et que je suis surpris, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis, je vais prendre le pack, je vais regarder le truc, le lever. Ah oui, il y avait un vesting. Tu investis qu'un tiers, tant pis, les 2 tiers, je te rachète. Bon, voilà, donc. Ok, mais il y a le côté financier, effectivement. À un moment, si l'entrepreneur. Je vais dire à l'envers, je vais prendre le contraire. Ce que je vois, moi, alors qu'on voit pas beaucoup, on voit peut-être un peu plus dans la génération, la jeune génération par rapport à la génération avec laquelle j'ai commencé à être investisseur. Mais le cas qui dit, moi, je ne suis pas le mec qui va faire la phase suivante. Parce que j'ai adoré quand on était 7, j'étais très heureux quand on était 30, mais là on est 200 et franchement c'est pas moi, j'y arrive pas, c'est trop, je me perds dans les détails, je passe un temps fou, je suis au bord du burn-out, etc. Et j'ai essayé d'embaucher un numéro 2, mais la pression elle est quand même sur moi et tout, donc je pense qu'il faut que je passe la main en numéro 1. Vu d'un investisseur, c'est ultra respectable cette lucidité. Et en aucun cas ça crée du badouille, au contraire, tu dis, voilà, un mec qui est lucide sur le truc. Mais ça on le voit beaucoup, oui. Que je vais éviter, qui veut éviter un clash, un crash plutôt, qui se rend compte que patrimonialement, il a intérêt finalement à confier l'entreprise à quelqu'un de plus expérimenté. Oui, parce qu'il est le premier actionnaire, enfin, voilà. En tout cas, il est un gros actionnaire. Il est un gros actionnaire. Donc ça, c'est très, très respectable. Et donc, franchement, les raisons d'informer ses investisseurs en dernier, c'est plus de l'inexpérience qu'un vrai conseil. C'est de la peur. C'est de la peur. Mais justement, moi, ce que je peux constater, c'est que certains entrepreneurs, même beaucoup, en fait, ils ont peur de la réaction de l'investisseur. Et surtout, il y a un petit côté, je veux les protéger. Ils vont s'inquiéter. J'entends beaucoup. Si je dis à mes investisseurs, que ce soit je veux partir ou que ce soit plein d'autres choses qui arrivent dans le business, si je dis comme ça la chose à mes investisseurs, ils vont s'inquiéter et ça va me faire du bruit. Ils vont commencer à m'embêter. Alors que si je prépare le terrain, et que je leur présente... En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent attendre de présenter une solution toute faite. Qui se posent la question, exactement. Ouais. Moi, c'est à chaque fois qu'on négocie des levers, qu'on parle de levers avec des entrepreneurs, je dis, oublie ton cas, prends le cas de ton cofondateur. Si ton cofondateur t'annonce la veille pour le lendemain qu'il démissionne, tu veux dire, c'est pas possible. Pourquoi il met dans la merde, machin. Forcément, tu vas vouloir acheter ses titres, tu vas forcément vouloir le punir, entre guillemets, te lâcher comme ça. Si un de tes cofondateurs t'explique, parce que vous prenez une bière le soir... Là, je crois que c'est plus pour moi. J'adorais quand la boîte était petite. Maintenant, je me sens plus à ma place. Et t'anticipes, te dit, il faut recruter un nouveau CTO, un nouveau VP Engineering pour prendre le relais, etc. Tu vas respecter ton cofondateur. Et le jour où il va dire, je pars, tu vas certainement pas lui vouloir du mal. Bon, c'est exactement pareil. Un investisseur avec un fondateur, c'est la même chose qu'un fondateur avec un cofondateur. C'est les mêmes intérêts économiques. Hein. C'est la même chose. C'est comment le capital va éventuellement être bousculé par ce départ et quelles sont les éventuelles conséquences négatives pour l'actionnaire leaver ou pas. Donc toi, ce que tu dis, c'est que si la relation est bonne avec l'investisseur, il n'y a aucune raison, rien ne te choquerait à partir du moment où c'est anticipé, que c'est dans l'intérêt de la boîte, que ça... Oui, puis il est très possible, tu vois, il est très possible aussi, alors je pense que ça m'est déjà arrivé, mais je n'ai pas d'exemple top of mind, d'un entrepreneur qui me dit je pense qu'il faut que je passe la main ou j'en peux plus, enfin j'ai un problème, etc. Et qui, parce qu'il me le dit, va trouver avec moi une solution par un recrutement ou par une façon de s'organiser différente, ou en tout cas, ou va juste objectiver. Alors là, c'est là que tu te retrouves un peu avec le rôle de coach qu'on a parfois, ou de mentor, se retrouver avec des éléments de solution auxquels il n'avait pas pensé. Oui, en mode, attends, c'est quoi qui te pose vraiment problème en fait, et ça, te ça, dire, ça oui, finalement, ça c'est fixable. On peut ce truc-là, je peux l'isoler. Ou peut-être que je peux faire différemment. Par exemple, typiquement, je sais pas, t'as des, je sais pas, un mec qui détesterait la compta et qui serait toujours dans une petite boîte, encore petite, il n'y a pas de CFO. La fille ou le mec qui s'occupe de la compta, c'est externalisé et les échanges sont pas du tout riches.
Et il est un peu, il passe du temps à essayer de comprendre des trucs qu'il ne comprend pas, qu'il n'aime pas, machin, et ça lui pourrit la tête. Et puis tu changes son dispositif de gestion comptable et il est soulagé et il se consacre à ce qu'il aime, son produit, ses clients. Enfin, tu vois, ça peut être un exemple comme ça. Mais ok, donc du coup, je comprends bien qu'en fait, quand la relation est bonne et que l'investisseur est entre guillemets en mesure d'accueillir tout ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence avec les associés. Donc évidemment, on ne va pas forcément tout dire tout le temps, mais il n'y a pas de raison qu'on attende la dernière minute ou qu'on s'inquiète de comment les investisseurs pourraient réagir à telle chose. Parce que moi, ce que j'entends, c'est je vais d'abord, quand je prends une décision, que j'apprends une mauvaise nouvelle, même pour le business, hein, je vais d'abord trouver la solution avant d'en parler aux investisseurs. Comme ça, je leur présente à la fois le problème et la solution. C'est sûr, si c'est possible, c'est pas... Si tu as le problème et la solution et que c'est... Oui, mais c'est dommage, parce que du coup, tu te prends peut-être 6 mois de stress. Peut-être que la solution, elle va être amendée et améliorée par ton investisseur dans sa discussion en tant que board member ou en tant qu'investisseur. Donc, c'est vrai, c'est sûr, c'est pas mal d'arriver avec un problème et une solution. Maintenant, arriver avec un problème et un début de solution, c'est aussi bien. Oui, il ne faut pas s'inquiéter de se dire l'investisseur est capable de comprendre que tu es au bord du burn-out et que tu as envie de faire autre chose de ta vie. Quoi. C'est pas... Mais je pense que la différence fondamentale, peut-être dans la tête de l'entrepreneur, c'est que ses associés, on va dire en règle générale, jusqu'à une certaine mesure, il les choisit et il crée des liens avec eux avant de monter la boîte, ou en tout cas, il y a autre chose dans leurs liens que juste on travaille ensemble. Finalement, côté investisseur, bien sûr qu'on dit aux entrepreneurs, on le dit énormément, on l'a dit aussi en tant que VC, choisissez vos investisseurs. Moi, je disais, non seulement tu vas choisir le fonds qui va investir chez toi, mais même dans le fonds, tu vas choisir le partenaire qui va être à ton board, parce que c'est très différent et c'est vraiment, on aime bien l'image un peu cheesy de c'est comme un mariage. Mais la réalité, c'est que très peu d'entrepreneurs ont le loisir, ont le luxe de choisir leurs investisseurs, parce qu'à un moment, ils n'ont pas toutes les term sheets du monde et il y a tellement d'autres critères, notamment financiers, de valo, de machin, qui vont jouer. Et même, je vais te dire, même quand on va prendre le cas de l'entrepreneur qui a de la chance, qui a plusieurs term sheets, donc plusieurs investisseurs qui veulent investir chez lui, et qui prend le temps de choisir. Il choisit quand même sur une période très courte, sur une relation qui est quand même danse du ventre dans un sens ou dans l'autre, voire dans les deux sens. Tu vois, il y a des CIO qui ont été backés par les uns et les autres, et puis qui les ont vécu avec eux longtemps, et puis ils voient ce qui leur sort. Effectivement, tu as raison. En tout cas, c'est certain qu'un entrepreneur qui privilégierait que les termes financiers dans le choix d'un VC, alors qu'il va se taper le gars pendant les 7 ou 8 années, je parle en early stage, pendant les 7 ou 8 années qui suivent, s'il ne sent pas le gars, il ne faut pas qu'il signe avec ce gars. Enfin, je veux dire, ou alors il se veut du mal. Ouais. Enfin, c'est presque du masochisme. Hein. Donc, très clairement, il faut que humainement, ils se disent ce mec-là, j'ai envie de bosser avec lui, je vais le voir, je sais pas, tous les mois pendant 7 ans, et je vais peut-être lui parler toutes les semaines ou échanger des emails tous les jours avec lui. Donc, il faudrait peut-être mieux qu'il y ait un petit peu d'alchimie humaine. Donc voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire Moi, il y a des conversations qui sont intéressantes que j'essaye d'avoir. Alors, je ne les ai pas toujours, mais à une époque, je les avais vraiment de façon systématique. Maintenant, je les ai peut-être un peu moins. Peut-être que je me fais plus confiance à mon intuition, et c'est peut-être d'ailleurs pas forcément une bonne chose. Mais j'avais toujours une conversation avec les entrepreneurs sur leur vision, la schizophrénie entre dirigeants et actionnaires. Et sur la façon dont ils voyaient, le fait d'être à la fois dirigeant et actionnaire. C'est deux motivations totalement différentes. D'ailleurs, c'est un peu comme administrateur et investisseur. Il y a une petite schizophrénie. La plupart du temps, c'est aligné, mais de temps en temps, c'est désaligné. Et typiquement, ce dont tu parles, le gars qui dit je ne suis plus le gars pour la phase suivante, il raisonne en préservant son patrimoine, en disant mon patrimoine va se fructifier mieux si c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, et il va perdre le côté égo, je suis le président, directeur général d'une boîte qui est connue, etc. etc. Donc, en tant que dirigeant, j'ai un retour qui me plaît et que je vais perdre. D'accord. Oui, et comment tu arbitres entre les deux, c'est pas évident. Et il y a une autre chose aussi qui n'est pas évidente, c'est le rapport qu'ont les gens. Il y a une génération là qui a profité du boom de la tech dans les dernières années, que moi, j'aimais pas, je ne sentais pas. C'était je veux faire un truc très gros ou rien. Moi, j'aime pas ça. Parce que je pense que c'est un manque d'humilité ou de lucidité énorme. La réalité, c'est quand on lance un business innovant, on veut faire au mieux. Donc au mieux, ça peut être faire une belle PME,
une belle ETI, une belle boîte cotée, un beau leader mondial, mais le gars qui dit « moi, je veux faire soit un leader mondial, soit rien », quel manque d'humilité, surtout si le mec a 28 ans. Enfin, je veux dire, mais alors, attends, c'est intéressant parce qu'il y a des VC qui encouragent ça. je sais. Moi, je connais des dirigeants qui se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas faire la licorne et qu'ils disent on va faire une très belle PME. Et leurs investisseurs leur dire ah non, c'est hors de question, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est là qu'il y a toute l'ambiguïté de si tu fais des tours astronomiques avec des montants levés énormes, avec des valos post-money énormes, etc., tu es quelque part obligé de faire un gros succès parce que sinon, de toute façon, donc c'est la comparaison que je prends, c'est dire tu vas en Afrique en avion et tu prends un Airbus à 380. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports pour se poser. Je crois qu'il n'y en a qu'un en Afrique. Bon, si tu prends un Cessna, tu as plus d'endroits pour te poser. Et a priori, quand tu démarres, c'est plutôt le Cessna pour apprendre à conduire un avion, pas forcément l'Airbus à 380. Donc, moi, j'aime bien cette notion progressive, etc. Et j'aime bien donc les entrepreneurs qui disent, franchement, je ne sais pas quelle est mon ambition, mais je veux faire le mieux possible. Et puis, je sais que je suis sur quelque chose, une bonne idée, un filon, quelque chose sur lequel je vais pouvoir tirer. Et puis, si ça prend, et puis je sais aussi peut-être que je serai obligé de pivoter ou à la marge ou de façon forte, parce que par définition, il y a des choses que je n'ai pas encore prouvées ou qui ne sont pas encore prouvées, ou je suis sur un marché qui n'est pas encore mûr, etc. Donc j'aime bien cette forme de modestie qui dit je ne sais pas tout à l'avance de ce qui va se passer et je ne fais pas un playbook parce que j'ai acheté un bouquin à la FNAC où il y a marqué comment faire un unicorn. Et donc voilà. Donc, ça donne beaucoup de différence, ça donne beaucoup de recul aux gens quand ils ont d'abord de loyauté par rapport à leur projet, parce qu'un mec qui te dit ça, il va être beaucoup plus loyal par rapport à son projet. Et puis si tu as eu cette conversation avec l'investisseur, tu vas pouvoir avoir des conversations qui ne sont pas juste pourquoi tu ne fais pas 200% de croissance, donc si tu ne fais pas 200% de croissance, de toute façon tu nous avais vendu 200% de croissance, donc tu es nul. Et donc on ne te refinance pas, on ne va pas faire ton brique. Ou alors je ne sais pas quoi. Normalement, quand on présente un plan avec 200% de croissance, quand on est une boîte early stage, moi, je dis souvent, tu m'as entendu le dire, que c'était de la science-fiction. En tout cas, je dis c'est aspirationnel. Ça veut dire on veut effectivement être ambitieux et très vite émerger comme une boîte de croissance. Après, on ne fera pas forcément 200% de croissance. Et tu as ta phrase préférée, il ne faut pas se raconter, vas-y, des trucs de gitan. Oui, c'est ça. Alors, c'est mon proverbe. J'ai deux proverbes clés chez Isaïe. C'est faut pas d'histoire de gitan entre gitans. Donc, si les entrepreneurs sont des gitans et les VC aussi. Et donc, on ne va pas se raconter des trucs. On va se dire la vérité. La vérité, c'est qu'on ne sait pas au moment où on investit si c'est un bon deal. L'entrepreneur ne sait pas si sa boîte, elle va être un grand succès. Et c'est parce qu'on ne le sait pas qu'on le fait ensemble et qu'on va être plus fort en étant ensemble. Puis mon deuxième truc, c'était, parce qu'en anglais, ça se dit « go slow to go fast » ou « hâte-toi lentement » en français. Ou, comment on dit, je ne sais plus, « festina lente » en latin. Exactement. Tu vois que tu disais souvent ce hâte. Donc, c'est vrai que confondre vitesse et précipitation, c'est très dangereux. Et typiquement, quand tu parles des levées de fonds, clairement, lever trop d'argent à une valo trop forte et le dépenser trop vite, c'est une recette qui rend les histoires très binaires. Exactement. Surtout quand on n'a pas encore posé les fondamentaux. Soit ça passe, bon, tant mieux. Soit ça passe pas, et là, on se prépare des moments difficiles. Il faut remettre l'aplomb, l'histoire qui est cassée, juste parce elle a été câblée, elle était mal câblée, ou elle était trop pré-câblée. Mais mal. Mais c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui ont conscience de tout ça et qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un impact le plus grand possible, mais aussi dans le temps, et qui se disent l'histoire de je vais aller lever beaucoup d'argent alors que j'ai pas encore posé mes fondamentaux, je vais pas le faire et je vais plutôt y aller tranquille, et qui ont des investisseurs qui leur disent allez-y, 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 allez-y. Justement, où s'arrête le je vais pas tout dire à mes investisseurs parce qu'à un moment nos intérêts sont pas toujours à 100% alignés. Enfin, je suis dirigeant de la boîte et je vais choisir mon timing en tout cas pour dire les choses, et ça c'est acceptable. Et à un moment je vais mentir aussi parce que je suis dans des cas comme ça. Plus le décalage initial est élevé, plus le mensonge perdure. Donc, c'est pour ça que je te parlais de cette conversation pré-investissement. Sur la relation patrimoniale et sur l'ambition progressive ou un peu binaire que peut avoir un entrepreneur. Si tu as eu une conversation où tu as compris qu'il avait bien fait la différence entre le plaisir d'être le patron et le fait de faire fructifier un patrimoine, il a bien fait la différence. Il n'est pas dans une logique émotionnelle par rapport à ça. Et si ensuite tu as quelqu'un qui est en face de toi te dit « je veux faire le mieux possible, mais je vais le faire step by step parce que par définition, je ne sais pas tout, je vais apprendre en le faisant, mais je vais faire au mieux », tu es dans une conversation qui, a priori, permet de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'au prochain board, tu ne vas pas lui dire « dépense plus ».
tu vas lui dire, écoute, ça me paraît bien ce que tu fais. Voilà. Et parce que naturellement, il est dans le bon tempo. Enfin, en tout cas, il est dans un tempo qui lui convient. Si c'est les entrepreneurs, les investisseurs qui mettent le tempo, je ne pense pas que ce soit un bon. Enfin, c'est pas le bon tempo pour l'entrepreneur. C'est ce que je veux dire. Et toi, tu as assisté à des boards où tu as des confrères qui étaient un peu trop excités? Nous, tu sais très bien ce que fait Isaïe, mais toutes les boîtes où on a été, où on a fait le seed ou le post-seed, et puis il y a un investisseur qui est rentré en série A derrière, bullish, etc., etc. Il a fallu qu'on calme certains de nos jeunes confrères en expliquant, c'est une boîte Isaïe, on ne fait pas comme ça. Et puis bon, c'est gentil d'expliquer ça, mais ça, c'est peut-être vrai à l'instant T, mais on s'inscrit dans la durée. Et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, le cycle se sera retourné et tout ce que tu dis est totalement faux. C'est ce qui s'est passé. Moi, je me suis trompé parce que je l'ai dit beaucoup trop tôt, mais j'ai été trahi par le Covid. J'ai dit en 2019, le cycle va se retourner l'année prochaine. Bon, il y a eu le Covid, ça a fait une espèce de rebond. 2020-2021, puis finalement, ça s'est retourné au début 2022. Mais ça aurait fini par arriver. Ça, de toute façon, j'aurais forcément raison. Oui, c'est ça, quand on dit un truc comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui n'avaient jamais vécu de cycle, qui étaient rentrés dans cette profession après 2008... Et qui pensaient que ça allait toujours monter. Et qui avaient toujours vu un truc qui monte, toujours un marché totalement bullish de façon permanente, pourquoi ça s'arrêterait? Alors en fait, ça veut dire que ça devient une espèce de pyramide de Ponzi si ça ne s'arrête pas. Et donc forcément, ça s'arrête. Mais indépendamment de ça, il y a des cycles économiques, il y a des événements macro qui peuvent changer l'allocation de l'argent. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a des cycles. Bon. Et notre métier, le métier du VC, est assez cyclique par nature, parce qu'on est très très sensible à l'allocation de capital. Et l'allocation de capital, si les taux sont très élevés, on n'est pas attractif. Si les taux sont très bas, on est super attractif. Tout simplement. Donc, je fais basique, mais pour donner un exemple. Et oui, effectivement, donc toute cette jeune génération qui sont arrivées après, tu les as vues être très bullish. Et est-ce que tu vois des histoires entrepreneuriales qui auraient pu être des belles PME et qui sont parties en cacahuète à cause de VC très bullish? Et comment un entrepreneur peut calmer ses VC et avoir ce muscle? Parce que des fois, ils sont impressionnés. On a peu d'histoires comme ça dans Isaïe par nature, puisque notre ADN est plutôt de financer des entrepreneurs, on va dire pondérés, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin un truc comme ça. Donc on a peu d'histoires comme ça. On a des histoires où je sais que ça se serait très mal passé. Je peux prendre un exemple qu'on connaît tous les deux. Si je prends Alma, par exemple, on avait fait le seed ensemble, tu avais fait le seed. Alma est parti à un moment donné sur une logique très, très dans la bulle fintech, très a délivré une croissance absolument superbe, mais avec des fondamentaux économiques qui n'étaient pas solides du tout. Heureusement, a levé de l'argent juste avant le retournement de marché et s'est retrouvé avec de l'argent sur son bilan pour faire le virage et se remettre sur des rails qui peuvent amener à une forme de pérennité, qui vont amener la boîte à la pérennité. Mais imagine que le tour de 2022 n'ait pas eu lieu. Ça aurait été la catastrophe. La boîte n'aurait pas eu le temps de se reconfigurer et sans doute que ça aurait été, malheureusement pour Louis et ses équipiers et pour ses actionnaires aussi, une histoire triste parce que plus personne n'aurait financé la boîte aux conditions du tour de 2021, etc. Ou alors ça aurait été un bain de sang avec un down round, etc., etc. Donc le timing a beaucoup d'importance dans ces histoires-là. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de boîtes dans la French Tech, et c'est intelligent, et sans doute poussé d'ailleurs par leurs board members les plus expérimentés, qui ont fait le plein de cash avant que le marché se retourne, et qui donc se sont retrouvés... Blablacar aussi avait de l'argent dans la... Alors en plus, c'est leur business qui était arrêté. Ils ont réussi à lever de l'argent alors que c'était le Covid, donc il fallait quand même le faire. Enfin, juste post-Covid, ils ont réussi à sécuriser un peu d'argent en plus, etc. Et donc, effectivement, le marché s'est retourné. Blablacar, je ne sais plus, ils avaient 200 millions de cash sur leur bilan. Donc, ça permet quand même de faire des choses. De voir venir, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, il y a des histoires où, à mon avis, le timing n'a pas joué en faveur des entrepreneurs. Les investisseurs ont poussé au crime à dire dépense, 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 dépense. Et puis, le moment où la boîte était à nouveau prête à lever de l'argent, le marché s'était retourné et l'equity story, vue du marché, elle était cassée. Je sais pas, je prends un Luco, c'est un exemple, par exemple. Oui, je pense que Luco... c'est peut-être le plus pas visible. Les détails, mais oui, effectivement. Je ne connais pas bien l'histoire, mais bon. Vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. Oui, exactement. Le gros soufflet qui... et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui a conscience de tout ce que tu dis, mais qui a des investisseurs très bullish? Est-ce que c'est du coup... Est-ce qu'il peut garder une relation authentique avec eux, etc. Ou est-ce qu'à un moment, c'est pas grave, tu fais comme si... Enfin, moi, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui me disent, moi, mon board, ils sont tellement... à la ramasse que déjà s'ils m'embêtent pas, je suis content.
Quel Je conseil sais tu pas. donnes Enfin, alors, moi, j'ai quand même du mal à penser. Alors, ça, tout dépend du contexte. En 2020 ou 2021, où la pensée unique était hypergrowth, etc. La pensée dominante, ce qui n'était pas unique, mais dominante. Peut-être que ce que tu dis est vrai, mais à l'instant T, un entrepreneur qui reviendrait vers son board en disant, écoutez les gars, la conjoncture, les levées de fonds, je pense qu'on a besoin de faire un peu le ménage dans l'entreprise, repasser un peu au pain fin, les coûts, les différentes sources de revenus, refocuser sur ce qui marche bien, sur ce qui est contributif en termes de marge, etc. Pour le jour où on aura peut-être besoin de lever de l'argent, que je le plus loin possible, être le plus solide possible. Si les entrepreneurs lui disent non, non, t'as tort, il y a si les investisseurs lui disent non, non, pas les administrateurs représentant les investisseurs, c'est qu'il y a un problème. Ok. Et si c'est exactement tout ce que tu viens de décrire, mais qu'en plus, l'entrepreneur a besoin que les investisseurs existants remettent de l'argent et que ceux-là sont un peu... c'est un sujet compliqué. Besoin de bridge. Ouais, c'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué et là, en plus, c'est un sujet où on peut continuer à se mentir ou pas. C'est-à-dire qu'il y a deux stratégies. Une que je préfère, mais qui n'est pas forcément simple, qui est de mettre sur la table les choses, de dire, ben non, ta boîte, elle valait X au dernier tour de table en 2021. Mais aujourd'hui, malgré ce que tu as fait depuis 2021, elle vaut moins. Et donc, va falloir faire quelque chose sur la cap table pour la remettre d'aplomb. D'accord. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra nettoyer des prefs qui existent, peut-être qu'il faudra des choses qui ne sont pas à l'avantage des investisseurs, mais il faudra aussi que toi, tu acceptes une espèce de sanction, de dilution, etc. Et ça tu peux remettre d'aplomb la cap table, c'est un travail de mise à plat. Et a priori, tu repars sur des bonnes bases, parce que tu sais que le tour de table d'après pourra se passer, la boîte sera mais c'est une conversation clean, très désagréable. Mais c'est une conversation très désagréable à l'intérieur. Soit tu fais une conversation un peu fuyante, où les investisseurs disent, alors ils peuvent dire, non, on ne remet pas d'argent, de toute façon, nous, notre thèse, c'était unicorn or nothing, donc ça ne remet pas. Ou alors d'autres vont remettre, mais oui, mais je te remets de l'argent, mais je veux une préférence à 3x ou à 4x. Donc ça, c'est court, et on maintient en flat round. Alors ça, c'est une conversation assez courte vue, parce qu'une boîte qui, ensuite, 2 ans plus tard, avec des prefs à 3 ou 4x, veut lever de l'argent, tu as tout investisseur va dire, c'est un truc qui a quelque chose de bancal, etc. Et il va essayer finalement, c'est comme quelque chose qui serait joli, une assiette qui serait jolie, mais il sentirait mauvais. Tu dis, t'as pas envie de manger, quoi. Ça sera pareil. Donc c'est pour ça que soit tu repousses la conversation difficile à plus tard, soit tu l'as tout de suite. Je pense que c'est quand même assez intéressant de se dire, alors c'est compliqué parce que pour l'entrepreneur, c'est affectivement difficile d'accepter qu'il a travaillé pendant 2 ou 3 ans sans créer la moindre valeur. Mais en l'occurrence, beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech, entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024, ils ont fait que rattraper éventuellement la valeur qu'ils avaient au 1er janvier 2022. En fait, c'est juste qu'ils l'ont eu à l'avance. C'est le problème. Oui, mais c'est surtout que le marché s'est recalé. Oui, mais du coup, limite, c'est comme si tu as eu un truc trop anticipé, du coup, tu mets plus de temps à rembourser. Il faut l'accepter. Bon. Et voilà. Mais alors, ce que je remarque, c'est que beaucoup d'investisseurs dans ces cas-là, au lieu d'avoir la conversation difficile, ou même, je trouve qu'à la limite, c'est moins difficile, mais le coût des prefs, ça, c'est pas bon pour la boîte, mais au moins ça dit les choses, vont dans ce cas-là repousser au maximum la conversation en disant non mais ok, t'as besoin d'un bridge ou machin, mais plutôt on en reparle dans 2-3 mois. Et tu vois, ou envoie-nous tel reporting. Là, il faut faire une distinction, et c'est là que c'est compliqué. C'est qu'il faut faire une distinction. Moi, souvent, quand on me demande mais qu'est-ce que tu penses de la French Tech à l'instant T, je dis, si je pense aux entreprises, je suis plutôt très, très positif. C'est-à-dire, je trouve qu'on a créé une génération d'ETI, tu vois, les Blablacar, les Doctolib, les Miracle, Co., des ETI qu'on n'avait jamais créées en France en aussi grand nombre, et qui sont des très belles boîtes, etc., etc. Donc, pour les entreprises qui ont été financées par la French Tech, dans le cadre de la French Tech dans les dernières années, c'est hyper positif. Les actionnaires qui ont fait des investissements early stage dans l'ensemble des scale-up du Next 40 ou du FT 120, il y en a beaucoup qui ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Ils seront contents de récupérer peut-être leur pref, ou en tout cas en moyenne, s'ils ont diversifié un peu leur portefeuille, il y a des chances qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc pour les actionnaires, c'est moins bien. Bon, voilà. Donc c'est un peu la même conversation que tu vas avoir sur une situation de bridge.
soit tu es dans une situation où la boîte va bien, mais son equity story est cassée parce qu'elle a été financée de façon très, très spéculative. Mais elle s'est remise sur des rails où ses unités économiques tiennent la route, où son modèle est répétable, etc. Les investisseurs n'ont aucune raison de repousser la discussion. D'accord ? C'est par contre le truc, et ça marchote. C'est encore plein de promesses, mais c'est encore très, très, très difficile d'apprécier s'il y a la moindre pérennité derrière ça. Il y a une bonne nouvelle suivie d'une mauvaise nouvelle, il y a un bon trimestre suivi d'un mauvais trimestre. Là, l'entrepreneur normal, l'investisseur normal, il se dit, si j'amène ça en partners meeting, Ça passe pas. avec toutes ces questions, je vais peut-être me prendre une tôle. Donc je vais peut-être attendre que le gars arrive avec un flow où il y a plutôt des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles, et avec une forme de répétabilité ou de prédictabilité. Et là, je vais pouvoir le présenter à mon partners meeting, et là, je vais pouvoir obtenir le go pour faire un financement. D'où la logique de, non, pas maintenant, on en parle quand on sera prêt. Mais du coup, l'entrepreneur, ça le met dans une position très fragile, entre guillemets, parce que, en général, quand il provoque ces conversations, c'est qu'il n'a pas non plus 2 ans de cash devant lui. Bien sûr. Et du coup, il est obligé à ce moment-là de quand même, en tant que dirigeant de l'entreprise, et on revient sur la casquette d'administrateur ou d'actionnaire, d'aller trouver d'autres solutions. Parce que si jamais il attend d'avoir plus que 3 mois de cash et qu'à ce moment-là, ses investisseurs existants lui disent « non, en fait, on ne va pas faire de bridge parce que tes trucs ne sont pas bons », il n'a pas le temps, entre guillemets, de se retourner sur un plan B, sur un plan C. Il a des plans B, en tout cas des compléments de solutions qu'il peut sans doute aller chercher parmi ses angels, parmi ses friends and family, etc. Mais les chances qu'un gars qui n'est pas refinancé par son syndicat de VC soit financé par un autre VC est nul. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas. Hein. Ou alors c'est un recap. Ouais. Donc c'est pas mieux que c'est pas mieux que le bridge interne un peu méchant. Un gars qui arrive, un Bottom Fisher, il dit bon, ce business a été financé, la valo de la série A post c'était 40 millions. Je considère que ça vaut 4 millions pré-monnaie et je suis prêt à mettre 2 millions et je prends 33% du capital qui même me suivent. Bon voilà, et l'entrepreneur il a que les yeux pour pleurer. En même temps, l'entrepreneur, s'il n'y a que ça qui est disponible, il faut qu'il pense à sa boîte en premier. Donc, il faut dire d'abord, j'accepte ça. Ouais. Et puis, il y aura peut-être un retour à meilleure fortune. On a quelques histoires qu'on a vu passer, pas de boîtes dans lesquelles on a mis de l'argent, nous, Isaïe, mais des entrepreneurs qui sont venus me voir, notamment quand j'étais France Digital, en me disant, je suis dans cette situation, etc. Et il y a des investisseurs qui sont en train de me tordre le bras, etc. Je lui dis, écoute, pense d'abord à ta boîte. Et puis, tu verras. Et puis, en fait, finalement, la boîte s'est redressée. Le gars a pu négocier avec ses investisseurs des choses pour se relever, se réincentiver parce qu'ils avaient fait du bon boulot, parce que tout le monde a repris confiance. Si le gars avait pensé qu'à sa captable au moment où il faisait ça, il aurait juste fermé la boîte. D'accord. Ouais. Donc, donc il faut penser à sa boîte, effectivement. Comme tu dirais un investisseur, il faut d'abord qu'il mette sa casquette d'administrateur quand il est board member. Un entrepreneur, pareil. Il doit d'abord mettre sa casquette de dirigeant. Quoi. Absolument. Ouais. Et est-ce que c'est une fin en soi pour un dirigeant de dire ce qui compte, c'est la pérennité de l'entreprise à tout prix? Est-ce qu'un dirigeant peut assumer de dire non, en fait, je préfère... Typiquement, je sais que ma société a un beau futur devant elle, mais moi, je préfère la vendre maintenant pas trop cher parce que j'ai envie d'aller faire du ski de rando. Alors, d'abord, ça peut pas... Alors, s'il a embarqué avec lui des angels, des VC, etc., ça peut pas être sa décision tout seul. Ouais. D'accord ? Mais ça peut être une proposition qu'il fait à l'ensemble de ses associés et puis qu'ils le suivent sur cette trajectoire. C'est les dragues longues, c'est pas le CIO, fondateur qui drague tout le monde. Donc, mais s'il convainc tout le monde que c'est une bonne solution, que de toute façon les autres scénarios sont moins certains et qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, etc., peut-être que c'est le meilleur scénario. Et s'il a justement eu une histoire, une equity story relativement saine, tout le monde va être content à la fin. Alors les gens vont dire ouais, j'aurais préféré attendre 3 ans de plus et gagner beaucoup plus. Mais là, le gars, il est honnête. Il me dit qu'il ne le sent pas et il me fait gagner de l'argent quand même. Bon, je ne vais pas le vouloir. Par exemple, typiquement, que préférerait un VC entre un entrepreneur qui dit je pense que la société peut aller plus loin, mais moi, je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Et là, et donc, je ne le ferai pas. Donc, vous avez le choix entre vendre la boîte tout de suite, pas trop cher, mais OK, et j'opère la vente, etc., et on se quitte bons amis, ou vous me trouvez un remplaçant, et après, si vous voulez faire un tour, vous le faites. Je pense que les deux scénarios sont possibles. Et c'est une discussion qu'on peut avoir avec Bien les investisseurs. sûr, il n'y a pas de préférence entre les deux, parce que en fonction du fait, tu vois, on arrive assez facilement à imaginer si une boîte, c'est facile de recruter un CEO pour une boîte ou pas, c'est-à-dire si le type de profil qu'on cherche existe et si on saura le trouver et le sélectionner.
On n'aime pas trop, chez les VC, on n'aime pas trop les hired CEO, enfin les CEO recrutés, oui, parce qu'ils recrutés, n'ont pas parce le truc dans les tripes. on sait qu'ils n'ont pas le même skin in the game qu'un fondateur, donc on préfère souvent les CEO Et fondateurs. surtout au début, quoi. À la limite, quelqu'un qui dirait ça après 8 ans, c'est pas pareil que quelqu'un qui dit ça après 1 an ou 2. Oui, absolument. Ouais. Mais globalement, les deux scénarios sont possibles. Après, c'est une question de risk-reward. C'est-à-dire que tu dis, clairement, si tu changes de CEO d'une boîte, tu prends un risque. D'accord ? Parce que tu vas changer un peu l'ADN de la boîte. Le mec va apporter sa vision. Il va avoir son incentive, qui est un incentive principalement de dirigeants, moins d'actionnaires. Il va peut-être être plus court terme que ne l'était le fondateur avant qu'il veuille partir. Bon, enfin, s'il veut partir, il est plus très long terme. Tu vois, bon. En tout cas, tu prends un risque. Donc, il faut que ce risque, le jeu en vaille la chandelle. Donc, si tu te dis, on peut faire, si on change de CEO, si on attend 4 ans, on peut faire plus 50%, Ouais. tu vas peut-être suivre l'entrepreneur en disant, bon, écoute, Vendons la boîte on maintenant. te suit, on vend. Ouais. Si par contre, on pense qu'on peut faire 4 fois la mise par rapport à la situation actuelle, si on le pense sérieusement et que ce n'est pas utopique, ce n'est pas de la science-fiction, pourquoi pas ? Hyper intéressant. Et quel conseil tu donnerais ? Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent en coaching, machin, au moment où ils veulent lever des fonds. Si tu devais leur donner, je sais pas, 3 conseils un peu en synthèse de je suis CEO d'une boîte, je me prépare à faire un tour de table un peu important, donc pas forcément le seed, mais je sais pas, une grosse série A ou une série B. C'est quoi les 3 points qui te semblent essentiels à la veille d'une période comme ça ? Alors, dans le marché actuel, malheureusement, des bons conseils pourraient ne pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, série A et série B, c'est dur. C'est-à-dire que tu as des pans entiers de l'industrie que les VC ne touchent plus. Tu as des business models que les VC ne touchent plus. Tu as une espèce d'exigence, une barre qui s'est mise à un certain niveau. À l'inverse, si tu fais partie des heureux élus, ça peut se passer très très bien. Tu peux avoir 6 term sheets et une valo très favorable. Donc le jeu est beaucoup plus compliqué qu'il y a 5 ans, où si tu mettais une boîte correcte, ou jolie boîte sur le marché, elle levait. Alors, pas forcément les mêmes sommes, pas forcément avec les mêmes VC, pas forcément les mêmes valos, mais elle levait de l'argent. À l'instant T, il y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à lever des séries A ou des séries B. Donc, déjà, je dirais à l'entrepreneur qu'il faut qu'il se prépare au fait que ça va être potentiellement difficile. En tout cas, si ça n'est pas rapide, c'est que ça va être difficile. D'accord. En gros, soit c'est rapide, soit c'est difficile. Voilà. Ok. Soit tu es dans les canons de beauté de l'industrie à l'instant T. L'industrie à l'instant T, les VC sont sous des contraintes très, très contradictoires. D'un côté, ils doivent déployer l'argent qu'ils ont levé, mais ils doivent en garder en réserve pour le portefeuille qu'ils ont déjà, pour faire des tours internes, des bridges, des ils machins. savent que justement, comme le marché est difficile, il va falloir qu'eux financent bien la boîte. À l'inverse, ils savent aussi que ceux sur les actifs dans lesquels ils sont rentrés en 2020, 2021, machin, sont peut-être des actifs sur lesquels ils auront du mal à gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont payé très cher à l'entrée. Et on sait quand même qu'une partie du return, il est fait à l'entrée. Et de l'autre côté, ils savent qu'ils ne veulent pas se presser trop non plus pour déployer parce que lever le fonds suivant sera très compliqué. Parce que je te dis qu'un série A ou un série B, c'est compliqué, mais alors une levée de fonds d'un nouveau fonds en ce moment, c'est très compliqué. C'est encore une autre histoire. Donc, voilà, donc c'est des injonctions un peu contradictoires. Je veux déployer de l'argent dans des nouveaux projets sur lesquels je risque de gagner de l'argent. Je veux en garder en réserve pour les projets sur lesquels je vais être obligé d'être défensif. Et puis, je ne veux pas non plus aller sur le marché trop vite parce que si je vais trop vite, je vais me retrouver avec pas assez d'éléments crédibles comme un entrepreneur pour lever le fonds suivant. C'est encore plus vrai quand c'est des first-time funds et que tu veux le fonds 2. Ouais. Si tu veux le fonds 8, peut-être que les gens te font... Parce que tu as de l'historique. Voilà, mais fonds 2, c'est vraiment la question, elle se pose. Il y a beaucoup de fonds 1 en France, donc fonds 2, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, voilà, donc l'entrepreneur, je lui dirais d'abord d'être conscient que ce n'est pas facile. De bien écouter le feedback que lui font les VC, parce que finalement, peut-être qu'en ayant adopté un positionnement particulier, en positionnant et en présentant des indicateurs d'une façon particulière, etc., peut-être qu'il tombe à côté alors qu'en fait, il pourrait rectifier l'histoire et la rendre plus comestible. Donc ça veut dire en gros, les premiers rendez-vous qu'il a avec des VC, déjà avec ses VC existants, mais les premiers rendez-vous qu'il a avec les premiers VC, d'abord d'écouter ses feedbacks, de les intégrer avant de continuer à voir les autres. Les leveurs, mais jamais ne pas aller voir les favoris en premier. Aller voir, de faire de l'échauffement. De s'échauffer avec des gens sur lesquels tu serais content de bosser avec eux, mais qui ne sont pas forcément ton début de liste, que tu vas voir tout petit peu plus tard quand tu es un peu plus prêt, quand tu as pris le feedback. Bon, et puis ensuite, si tu fais l'hypothèse que ça se passe bien, que donc globalement les choses s'enchaînent,
le point clé d'une levée de fonds, c'est de préparer la suivante. C'est pas de faire la levée de fonds. Est-ce que ce tour de table, tel qu'il est gaulé, de tous les aspects, hein, valo, structure de pref, structure de ratchet, board composition, machin, est-ce que tous ces trucs-là me mettent dans une situation, BP évidemment, et BP au sens best case, pas au sens best case, hein, pas la science-fiction, le plan que tu as en tête. Le plan normal, le vrai. Est-ce que ça me permettra d'être dans de bonnes conditions pour faire la levée de fonds suivante? Ça, c'était un peu oublié quand c'était facile de lever de l'argent. Quand c'est difficile, si tu y arrives, il ne faut surtout pas retomber dans le piège de se remettre dans la situation où ça sera impossible 2 ans plus tard. Voilà, donc ça, c'est anticiper ça, c'est hyper important. Ce qui veut dire quand même avoir une conversation basée sur le moins possible de malentendus avec tes investisseurs. Alors, tu peux être cynique, hein, tu peux dire je prends l'argent, puis je ferai comme je veux en tant que patron, et ils me disent de le dépenser, je ne vais pas le dépenser. Bon, c'est quand même se préparer à des situations pas agréables. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand on t'entend, on se dit, dans le meilleur des mondes, il faut avoir des bonnes conversations avant que les investisseurs entrent, avant le closing, pour ensuite préparer le reste. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recommande dans tout type de relation, quelle qu'elle soit, de préparer les mauvais trucs à l'avance. Mais la réalité, justement, en fait, aujourd'hui, dans un marché difficile... C'est redevenu possible aujourd'hui, en fait, d'une certaine façon, parce que dans le marché un peu bullish, euphorique des années 20, je vais les appeler comme ça, tu avais un côté FOMO, tout le monde voulait aller hyper vite, il fallait que tu signes les term sheets en 3 jours, et tu n'avais pas ce dating, tu vois, entre investisseurs. Un peu long. Voilà. Dans le marché d'aujourd'hui, tu dois être capable de dire, en plus, je pense que ce serait extrêmement respecté par les investisseurs s'ils ont de l'appétit pour ton business. De faire que y ait un peu un processus où on fait connaissance, où on échange de faire restituer à l'investisseur quelle est sa thèse d'investissement, pas juste quelle est la valo. Pourquoi il investit, quel est sa truc, comment il pense qu'il faut piloter le business, et de voir si ça colle avec ta propre vision à toi d'entrepreneur. Si le mec te dit à fond les ballons, on ouvre 8 pays en Europe la semaine prochaine, une fois que j'ai mis l'argent, et tu le sens pas, et peut-être qu'il ne faut pas prendre ce mec-là dans ta cap table. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, je pense que, je ne sais pas si c'est la folie des années 20, mais même avant, je l'entendais déjà un petit peu. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que plus ils vont... qu'en gros, ils vont vendre une vision bullish et que tout le monde sait que dans ce jeu de gitans entre gitans, on sait très bien que ça, c'est juste la fête du mariage, mais qu'après, le lendemain du closing, on va se poser, on va faire le vrai plan. Oh shit. Voilà, exactement. Et du coup, tout le monde se sent un peu obligé de survendre. C'est un juste équilibre, en fait. C'est-à-dire que c'était W plus Q égale constante. Donc, à un moment donné, si tu ne fais pas le boulot, il y a l'effet Joule, il y a des problèmes qui se posent. Alors, il se pose peut-être pas le lendemain, il se pose peut-être au bout de 2 mois, mais il faut avoir ces conversations. Tu le retrouves à un moment ou à un autre. Ok. Je voulais qu'on aborde un deuxième sujet qui est cher à mon cœur, hein, puisque c'est ce que je fais toute la journée, c'est la santé mentale des entrepreneurs. Donc toi, voilà, tu fais ce métier depuis 25 ans. Je pense qu'à l'époque, le mot santé mentale, on ne l'entendait jamais. Comment toi, tu as vu ce sujet de la santé mentale évoluer depuis que tu as commencé ce métier, santé mentale des dirigeants? Écoute, j'ai vu passer d'un sujet tabou, c'est-à-dire dont personne ne parlait et dont personne n'osait parler, à un sujet moins tabou et à un sujet maintenant de préoccupation des entrepreneurs, des entreprises. Il y avait une espèce d'excuse, d'alibi qui était de dire si quelqu'un a un problème de santé mentale, c'est sans doute à cause de sa vie privée, pas à cause de sa vie professionnelle. Ou pourquoi est-ce que nous, chefs d'entreprise par exemple, ou nous investisseurs par rapport à un chef d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on serait préoccupé? C'est it's not our business. Bon, j'ai l'impression que ça c'est tombé, d'accord. Donc il n'y a plus ce tabou et il y a même ce sentiment de responsabilité ou en tout cas de devoir agir ou de pouvoir agir sur le sujet. Alors je le vois plus d'ailleurs comme santé mentale des salariés au sens large que santé mentale du dirigeant. Mais après je suis pas un spécialiste. J'ai pas eu à ma connaissance, et je sais pas comment j'ai fait de deal depuis que je suis investisseur, mais plusieurs dizaines. J'ai pas eu de CIO qui ont fait un burn-out, ou qui ont fait une dépression nerveuse, ou qui se sont suicidés, ou
J'ai pas eu de cas comme ça. Ou en tout cas, si certains ont fait un burn-out, ils ont réussi à gérer le truc sans que ça explose. S'ils ont fait un burn-out, je l'ai pas vu, et donc c'était un burn-out dont ils sont sortis indemnes parce Ouais. que ça peut Ils pas ont durer. réussi à cacher le truc, entre guillemets, C'est à possible. tenir la route. Bon. Donc j'ai pas été exposé vraiment directement, ou alors non, je crois pas. Et dans les salariés et tout, ça remontait pas forcément. Alors j'ai eu des gens qui m'ont raconté après, mais c'est pas forcément des gens sur lesquels j'avais investi, mais j'ai vu des gens qui m'ont raconté. On t'avait vu au moment où on voulait lever de l'argent, on a levé de l'argent, et puis voilà, je te raconte mon histoire. Puis finalement, on a vendu le business, et j'étais en complet burn-out, et j'étais vraiment soulagé de vendre. Enfin, j'ai eu des témoignages de ce type-là, mais pas d'histoire que j'ai vécu en tant acteur du truc et devant gérer le truc. J'ai pas trop vécu ça. Mais bon, c'est une réalité. Et est-ce que les VC ont un rôle à jouer là-dedans ? Oui, enfin, en tout cas, s'ils ont un rôle à jouer, c'est de considérer que ça peut arriver et qu'a priori, il y a des gens qui savent aider, mais c'est pas eux. Sûrement pas, évidemment. Donc voilà. Mais si j'ai un cas comme ça, je te l'envoie. Tu me l'envoies, tu me l'envoies avant le burn-out, parce que je suis pas. mais au-delà donc on a le côté santé mentale où quand quelqu'un va mal, il est au bord du burn-out ou il fait une dépression ou quoi. Mais pour moi, dans santé mentale, il y a aussi quelqu'un qui va bien. Et comment est-ce qu'on s'assure qu'il va bien performer et qu'on va lui donner quelque part toutes les conditions? Parce qu'en plus, comme tu dis, il y a longtemps, quand c'était sujet tabou, il y avait vie privée, vie pro, et donc machin. Maintenant, ce tabou est tombé, et moi-même, je vais plus loin. Par exemple, moi, il y a beaucoup de gens, quand ils me connaissent pas, ils veulent travailler avec moi, ils me disent « Mais toi, Mounia, tu fais du coaching professionnel ou personnel ?» Et en général, j'explose de rire et je dis « Ah si, toi, ça va bien se passer. » Parce que, en fait, tout est lié. Quelqu'un qui, par exemple, a un pilier personnel qui tombe, même si ça se passe bien dans sa boîte, etc., vu que quand même, pour moi, c'est comme des athlètes de haut niveau, ils ont une vie qui est très intense, ça peut avoir un impact. Et donc, comment est-ce que toi, tu vois ça, ou, en gros, de se dire, le CEO d'une boîte ou les fondateurs d'une boîte sont comme des sportifs de haut niveau, comment on fait en sorte qu'ils aient une team autour d'eux pour qu'ils puissent performer au niveau mental, et moi limite je rajoute même le physiologique, parce que je pense que ça Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des coachs et qui nous en parlent pas, et on le sait parce qu'à un moment donné ils nous en parlent, mais donc ça, c'est, ou quelquefois même on a dit tu devrais peut-être prendre un coach, mais on l'a dit comme ça, et on ne sait pas s'il il n'y a pas de board meeting qui se termine à prendre un coach pour le CEO. Et encore heureux, parce que moi, par exemple, tu vois, certains de nos confrères me disent « Ah, mais je vais te recommander à mes boîtes. » Mais la vérité, c'est que moi, mon meilleur bouche à oreille, c'est un entrepreneur qui dit à un entrepreneur « Va bosser avec Mounia ». Quand c'est l'investisseur, en plus, comme j'ai été investisseur avant, il y a un petit côté œil de Moscou. Oui. Enfin, je pense que les gens pensent que... J'imagine mal que déontologiquement, tu te sentes obligé de parler à tes anciens confrères. Surtout pas. Je sais bien, donc je fais exprès. Évidemment que de la même façon que, en plus, chez les VC, les bons VC, déontologiquement, on sait se taire et on sait garder pour nous des choses. Donc, j'imagine qu'en tant qu'ancienne VC et coach, forcément, tu sais garder des choses pour toi. C'est un muscle que j'ai développé en tant que VC et qui s'est renforcé. Non, après, je pense que si tu veux, il y a quelque part dans une équipe qui entraîne un sportif de haut niveau, il y a plusieurs types de gens qui sont dans l'équipe. Et si on prend la comparaison, mais nous un sauteur à la perche, le VC, c'est plutôt un mec qui explique comment il faut planter la perche dans le trou, ou quelle est la bonne flexibilité de la perche. Mais ce n'est pas lui qui va expliquer au gars ce qu'il faut manger. Ça va être un autre gars, ça va être un diététicien qui va lui dire comment manger, etc. Donc chacun son registre. Les VC, on a une bonne idée de comment piloter un business model, comment piloter un PNL, comment lever de l'argent. Enfin, il y a des choses qu'on sait faire parce qu'on en est témoin de façon régulière et répétée. Et là-dessus, on peut être des bons entraîneurs. Je n'emploierai pas le mot coach, mais entraîneur. Mais on couvre une partie du spectre du sportif de haut niveau, typiquement le planter de perche. Bon. Et c'est la responsabilité du sportif de haut niveau de compléter sa team. Et si jamais, d'ailleurs, c'est un peu la différence, c'est que si le mec il apprend à faire du planter de perche, il ne le trouve pas bon, le sportif de haut niveau il peut le virer, avec le VC, il est obligé de le garder. Bon, ça, c'est une des différences. Mais sinon, c'est à peu près similaire. Et effectivement, on n'est pas diététicien, on n'est pas sophrologue, on n'est pas coach mental, etc. Et effectivement, c'est la responsabilité de l'entrepreneur après d'assembler autour de lui. Et comment quel est le rôle du VC dans le cas hyper courant des conflits entre fondateurs ? Alors,
Ça, c'est hyper courant. Tu en as Oui, pas mal, surtout en early stage d'ailleurs, parce que finalement, si une équipe fondatrice passe quelques étapes ensemble, a priori, il y a une espèce de... Alors, il peut y avoir... En tout cas, le fait qu'à un moment donné, il y en a un qui parte, tout ça, et sera moins dramatique. Oui, c'est plutôt des discussions intéressantes de j'ai envie de faire autre chose, ok, comment on le prépare tranquillement. Mais quand tu prends une équipe où il y a 7 personnes dont 3 fondateurs, quand il y a un des fondateurs qui veut s'en aller, c'est un 7e de l'équipe qui disparaît, et sans doute un tiers de la force pensante ou de la force motrice de la boîte qui disparaît, donc forcément c'est plus fort. Écoute, nous, je sais que nous, on a en général un rôle de médiateur sur l'organisation, les conséquences capitalistiques de ce départ. C'est en général nous qui proposons de faire le banquier déjà sur une partie, parce que souvent les fondateurs évidemment pas d'argent, donc racheter des titres, ils peuvent pas forcément le faire. Et on essaye d'organiser, de trouver le meilleur deal, de se poser la question, est-ce que ce fondateur qui part, il est toxique pour la boîte, ou est-ce qu'au contraire, il peut rester dans la cap table en tant qu'associé passif, etc. Donc on a, et a priori, on n'a pas du tout... On n'est pas native, comme disent les Américains. Donc, a priori, on est capable de prendre plus de recul sur ça qu'un fondateur qui voit son cofondateur quitter le navire. D'ailleurs, suite peut-être à des discussions où ils ne se sont pas entendus, où ils ont découvert qu'ils n'étaient pas compatibles sur telle ou telle chose. Non. Donc, on a ce rôle-là. Mais on ne résout pas tout. On résout juste le sujet des conséquences capitalistiques de ça. Et éventuellement, on va aider les gens qui restent, donc, dont le cofondateur qui reste ou les cofondateurs qui restent, à réorganiser le business, à se réorganiser par rapport à recruter éventuellement à quelqu'un qui est parti. Mais c'est sûr qu'il y a la déception, enfin c'est un peu la logique du divorce, machin. La déception qui doit être celle d'un dirigeant fondateur qui voit un de ses cofondateurs qui n'achète pas l'histoire telle qu'elle est en train de s'écrire et qui, au quotidien, a une relation de plus en plus difficile, qui finit par un divorce. Forcément, c'est quelque chose qui crée qui est traumatique au moment où ça arrive, forcément. Puisque c'est que des désagréments, il n'y a rien de positif. Oui, et puis c'est de l'humain. Et puis c'est un truc que tu n'as pas une solution immédiate, parce que c'est larvé pendant un certain temps, puis à un moment donné, ça explose. Conclut. Mais il faut sans doute que ça mature avant d'exploser. Donc bon, c'est pas une solution facile. On en est témoin de beaucoup. Il y a beaucoup plus de conflits entre fondateurs qu'entre fondateurs et VC. Oui. Beaucoup plus. Et finalement, le VC, il peut être aussi un allié, impartial, entre guillemets, pour que les choses se passent bien. Médiateur, et puis de dire, tiens, l'intérêt de la boîte. On revient à l'intérêt de la boîte, qu'est-ce qui est... Absolument. Ouais. Et comment ça se passe au niveau des fonds d'investissement, qui sont aussi des petites entreprises, où en général, les partenaires sont associés, donc c'est aussi une histoire d'association. Qu'est-ce que toi, tu vois, je ne sais pas, dans ton expérience ou dans les autres fonds, etc., en termes d'entente et d'association entre les gens, et de santé mentale, et en tout cas, on va même pas aller sur la santé mentale, mais comment est-ce que la bonne ou la mauvaise gestion émotionnelle des uns et des autres a des impacts? Parce qu'en plus, les gens, en général, sont pieds et poings liés ensemble pour plusieurs années quand ils sont associés. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Quelle a été ton expérience? Mon expérience principale, c'est qu'il y a une forme d'empirisme assez fort. D'ailleurs, quand tu essayes de discuter avec les gens sur comment sont faites les décisions dans les partnerships, tu as tous les gens qui te disent « Oui, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche. » C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de système qui marche bien. C'est-à-dire que si tu fais un système... Je prends juste ce cas-là, mais ça montre bien comment c'est empirique. Tu dis, toutes les décisions doivent être unanimes. Il y a déjà un truc avec 4 partenaires, il faut que les 4 partenaires soient favorables. Tu vas faire que des deals consensuels. Est-ce que les deals consensuels sont les meilleurs deals? Non. Pas forcément, même je dirais même sans doute pas. D'accord? Donc, c'est pas bon. D'accord? Si tu dis, je veux une majorité relative, enfin une majorité, donc j'en veux 3 sur 4, c'est peut-être que c'est pas si mal que ça, mais peut-être que ça tourne aussi au consensus. Peut-être que si tu dis, je donne un veto à tout le monde, c'est une autre façon de regarder le truc. S'il y a un mec qui n'aime pas... Mais il peut dire, je m'en fous. Et ça, voilà, ça s'il dit, je m'en fous, je n'ai pas d'avis, je vous laisse faire les gars. Ouais. Ou alors il dit, non, ben moi, je ne veux pas de ça dans nos livres, je n'y crois pas du tout, etc. Quitte à d'ailleurs se faire convaincre dans un deuxième temps qu'il a tort de mettre son veto. Mais, voilà. Donc on voit bien que ce n'est même pas évident de définir ces règles-là de fonctionnement, si tu veux être performant en tant qu'équipe d'investissement. Puis de la même façon, est-ce qu'il y a un chef, est-ce qu'il n'y a pas de chef, est-ce que tout doit être égal, etc.
c'est aussi des sujets un petit peu compliqués, parce que ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à la position historique dans la boîte, ça peut être lié au track record, ça peut être lié à plein de choses. Voilà. Donc c'est des équipages assez fragiles, et le fait de les faire fonctionner est assez empirique. Ce que je sais, c'est que ça scale pas bien. C'est-à-dire que c'est très difficile d'imaginer de façon pérenne des trucs avec 10 partenaires. Ou alors, il faut vraiment que tu les construis pas à pas. Par exemple, Dom Vidal de Index, il me racontait que leurs partenaires aux US ont tous été partenaires à Londres avant. Et donc, ils n'ont jamais fait venir des partenaires qui ne connaissaient pas l'histoire. D'accord, qui n'avaient pas l'ADN. Qui n'avaient pas passé du temps à Londres à prendre des cafés, à discuter, à bien connaître la philosophie de la firme, etc. Et quand ils ont envoyé tel ou tel à San Francisco ou à New York, là, ils ont envoyé Martin il y a 1 ou 2 ans à New York, ils envoyaient Index Londres à New York. Il n'y avait pas de décalage. Avec tout l'historique qu'il a passé. Pas de misunderstanding, etc., etc. Donc on voit bien que c'est empirique, parce que tu ne peux pas faire ça de façon scalable. Tu vois, si tu veux faire ça en 1 an, ben non. Donc tu peux le faire que dans le temps, dans la durée, etc. Donc c'est compliqué. Alors nous, on a vécu en 2000, c'est 2020 ou 2021 On a vécu le Christophe qui a dit je ne sens plus, ça y est, je suis fatigué, j'ai envie de faire autre chose, etc. Donc c'était... alors le marché était complètement dingue à ce moment-là. Il y avait une espèce de surchauffe où il y avait ceux qui faisaient n'importe quoi et ceux qui ne pouvaient pas faire grand-chose puisque les autres faisaient n'importe quoi. Bon, c'est un moment pas facile. Et après, tu peux avoir une vision. Moi, j'étais plutôt dans la vision de dire, on laisse passer l'orage. On reste tranquille. Et puis, Christophe, il s'était mis plutôt dans la tête qu'il fallait qu'il tire son épingle du jeu de cette période-là. Et puis, il s'est mis une pression forte personnellement. Voilà, donc c'est pas des choses simples. Et du coup, il est parti et ça a été alors, simple. Il a gardé son portefeuille pour garder une activité et garder une rémunération et une forme de continuité, mais il est sorti de l'équipe front. Enfin, il fait plus de deal depuis 2021. D'accord. Et donc voilà. Donc alors ça c'est au moment où ça s'est passé, il y avait de la tension parce que c'était un événement important. Parce que toi, tu l'avais. Tu vois, on revient dans le truc de l'entrepreneur où son associé lui dit qu'il veut partir. Toi, comment tu l'as vécu? J'avais forcément l'idée de me poser est-ce que je suis responsable de cette situation? Est-ce que quelle responsabilité je peux avoir là-dedans? De toute façon, voilà. Quelles erreurs j'ai pu commettre qui fait qu'on arrive là? Donc j'avais forcément un sujet de diagnostic. Puis après, j'avais un sujet de qu'est-ce que je fais, comment je me reconfigure, etc. Est-ce que je vais être capable d'embaucher des bons? Il se trouve qu'on est à Isaïe, on est attractif, et en 6 mois, j'avais embauché Jean-Patrice et François. Mais j'aurais pu très bien être soit plus compliqué. Dans une situation où je n'arriverais pas à trouver des partenaires pour faire le job, enfin pour rejoindre le partnership Isaïe Venture. Donc voilà, donc forcément, c'était un moment où il y a une forme de déstabilisation. Enfin, c'est pas business as usual, quoi. Ouais, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Mais bon, la gérer. Et maintenant, on se voit souvent avec Christophe, et quand on se voit, on est content de parler du portefeuille qu'il gère pour nous. On est content de parler de son business, et on est content de parler de nos enfants. Donc vous êtes restés amis, entre guillemets. Oui, on est resté tout à fait en relation tout à fait cordiale, quoi. Courtoise et amicale. Et justement, toi, comment tu gères ta santé mentale? Comment tu as géré ta santé mentale dans ta vie? Je ne sais pas, parce que tu sais, moi, je fais partie des gens... ma grand-mère, elle disait, il y a les chèvres et les vaches. Et moi, je suis une vache. Vas-y, explique-nous ça. Donc, toi, les chèvres, c'est des gens qui sont toujours inquiets, ils sont tout maigres, ils sont... voilà, et quand ils sont fatigués, quand ils sont pas contents, ils bêlent, etc., etc. Et puis il y a les vaches, je sais pas, on rumine, ça se passe à l'intérieur, on laisse rien paraître, et on a plutôt tendance à être corpulent. Et voilà, donc moi je suis comme ça, c'est-à-dire je vais pas. Tu vas pas t'étaler. Tu m'as rarement vu m'énerver. Non, jamais, je crois. Bon, tu m'as rarement vu crier ou machin, ou paniquer ou machin. Alors, ça veut pas dire qu'à l'intérieur de la tête ou même du ventre, ça bouge pas, et il n'y a pas des trucs. Et puis à un moment donné, j'étais un très gros fumeur, c'était sans doute pour compenser des choses. Bon, après j'ai arrêté de fumer. Bravo. Mais après ça a une influence aussi sur les kilos. Mais bon, donc voilà, donc je me suis j'ai pas autogéré j'ai pas de coach, peut-être à part ma compagne, j'ai pas de. Ah oui, parce que tu m'as dit ta compagne, elle est coach, c'est ça?
Alors, elle est hypnothérapeute. Ah, j'adore. Si on m'avait dit de mettre un billet sur le fait que tu allais finir avec une hypnothérapeute, j'aurais jamais parié un euro. Ah bon? Ouais. Et donc voilà. Ok, donc, en tout cas, toi, tu t'es toujours géré. Et puis aussi, c'est peut-être une histoire de génération. À l'époque, c'était pas. Ça oui, se on faisait était pas, plus réservé. Aller chez le psy, c'était quand on était malade. C'était pas du tout un truc. Dans ma génération, on est ouais. plus réservé sur ces sujets-là. Ouais. Et en plus, je pense que j'ai une assez grande capacité à prendre sur moi et à internaliser les choses et souvent à les résoudre. Donc c'est bien. Peut-être que c'est un ensemble de choses que j'ai pas réussi à résoudre et qui sont toujours, et c'est OK. Qui sont toujours là. Mais c'est la vie. Je pense que tout le monde est un peu des trucs comme ça. Mais peut-être aussi, tu as une capacité, et je pense que c'est pas. Bien sûr que l'expérience aide à ça, mais je pense que tu l'avais déjà, une capacité à te dire ça ira mieux demain. Est-ce que. Quand j'ai l'impression que justement ce truc de dire 2020, il y en a qui paniquent et toi tu dis non mais on va attendre que l'orage passe. C'est une façon de quand même un certain optimisme sur le fait que ça durera pas non plus. Oui, mais là autant tu vois sur des choses professionnelles, tu peux dire j'ai de l'expérience et mon expérience me laisse penser que et je fais confiance à mon expérience et un petit peu à mon intuition. Et mon expérience elle est quand même basée pour beaucoup sur du rationnel. Moi j'aime bien le mélange de rationnel et de cerveau gauche et de cerveau droit. Bien sûr. Mais globalement, sur ta vie perso et sur toi-même, tu es moins en maîtrise quand même que sur ta vie professionnelle. Tu es quand même plus dans des choses. Est-ce que j'accepte d'être mortel? Enfin, tu vois, tu peux pousser à des questions sur lesquelles tu n'as vraiment pas de réponse. Tu vois. Est-ce que tu me dis, est-ce que cette boîte peut lever un série A? Je peux te répondre. Est-ce que je peux te dire, est-ce que je suis content d'être mortel? J'ai du mal à te répondre. Tu vois, donc voilà. Attention, je vais te convaincre de trouver un coach. Donc voilà. Donc je dis pas que ça règle que tout. ça se compare pas aussi simple que ça. C'est comme les gens qui comparent. Enfin, tu vois, tu compares une entreprise à un humain. Ben non. Même s'il y a des choses qui peuvent se comparer, c'est quand même pas la même chose. Super. Merci Jean-David. Je te remercie, Monia.